L'industrie du futur 4.0, comment l'industrie se transforme en smart industrie? Alors, il y a beaucoup de gros mots, hein, avec l'IoT, la robotisation, la digitalisation. Et on aurait pu prolonger la liste, ça aurait fait un titre à rallonge, on aurait pu parler de biotechnologie, d'intelligence artificielle, de réalité augmentée, etc., etc. Je m'arrête là. Effectivement, est-ce que notre industrie peut s'offrir un futur? Est-ce qu'elle va pouvoir rester dans la course compétitive par rapport à des géants qui ont des marchés fluides et homogènes comme la Chine, les plaques anglo-saxonnes? On en parle tout de suite avec nos deux invités pour ce deuxième panel des Human Tech Days en version digitale. Bonjour Didier Champeau et bienvenue. Bonjour à tous, merci de me recevoir. On est très, très heureux de vous recevoir. Présentation en 22 secondes et puis on va tout de suite vous donner la parole pour du retour d'expérience. Alors, qui êtes-vous, Didier Champeau? Alors, Didier Champeau, je travaille chez Schneider Electric et je suis en charge de la promotion des solutions innovantes et digitales de Schneider Electric. Donc, tout ce qui concerne les IoT et autres. Didier, merci d'avoir su trouver du temps pour être avec nous sur ce focus. Vous étiez avec nous également pendant la Hannover Messe et merci pour votre fidélité. Alors, à vos côtés, Kevin Boissier, il va se représenter. Enfin, la journée, ça fera beaucoup, mais ce n'est pas grave. Tout le monde ne regarde pas la totalité de nos ateliers. Et c'est pour nous, au niveau du village francophone, le coordinateur des programmes d'innovation sur la Smart Industry. Je laisse vous présenter, Kevin. Merci Marc-Lionel. Donc effectivement, Kevin Boissier, je suis docteur en ingénierie des systèmes complexes avec une vocation très fortement orientée autour de l'industrie, la smart industrie, de la résilience de l'industrie, avec un axe également autour du management stratégique et de l'intelligence économique. Donc le cadre du collectif étant de fédérer la totalité de la communauté francophone autour des valeurs d'industrie 4.0, smart industrie, industrie du futur, relocalisation, etc. Merci d'être avec nous. Alors, on va en parler tout de suite. On a déjà vu depuis ce matin de très belles solutions innovantes, technologiques dans nos deux premières sessions de pitch. On en verra d'autres cet après-midi. Bon, la première question, elle est simple, hein. Quelles sont les principales transformations dans vos entreprises déjà? Je sais, c'est le cas notamment de Didier, vous en accompagnez d'autres, donc vous avez un regard élargi, hein, pas seulement votre propre entreprise. Ces 5 dernières années, et là, c'est vraiment la maîtrise du temps long. Et puis, peut-être que la Covid, sur l'aspect tech pur et dur, a dû créer quelques chocs d'accélération. Donc, regard des dernières années et le présent, où est-ce qu'on en est pour rester dans la course? Qui commence? Didier. Allez, Marc-Lionel, merci. Donc, effectivement, aujourd'hui, Schneider Electric a pris ce virage de la transformation digitale depuis un certain nombre d'années. On l'a pris pour nos propres besoins, comme tu l'exprimais tout à l'heure. On a des usines, on est fabricant, on a 200 usines de par le monde. Et si on veut rester compétitif, ne serait-ce que sur, on va dire, le marché français, il faut effectivement qu'on essaye de réduire les coûts, qu'on améliore la flexibilité de nos usines pour avoir des usines qui soient compétitives par rapport effectivement aux acteurs Asie-Pacifique ou les États-Unis ou autres. Donc, quand on voit le coût de l'énergie en France, c'est énorme, ça intervient négativement sur le coût du produit et c'est là où effectivement le digital, la transformation numérique, les IoT, les capteurs vont nous permettre d'améliorer et de rentrer dans une boucle vertueuse d'amélioration de nos procédés, mais également de tout ce qui concerne l'outil de production, hein, voire même d'autres pans de l'entreprise, puisque moi-même, en tant que commercial, le digital a pris sa place depuis 5 ans. Je ne donne plus un catalogue papier à un client, je lui donne des PDF, je lui envoie ça sur des box, etc. Voilà. Et effectivement, le Covid a accéléré ce phénomène-là avec des accès distants dont on a eu besoin pour continuer à produire, par exemple. Et pour continuer à faire les Human Tech Days, cet événement en est la preuve. Même question, si on regarde effectivement les 5 dernières années, l'émergence des technologies, quelles sont celles qui émergent, quelles sont celles qui finalement vont pas aussi vite que prévu. Regard un peu critique de cette évolution et puis le choc de la Covid, quelle tech il pousse en avant? Alors, au niveau industriel, si on devait regarder un petit peu en arrière, qu'est-ce qu'on a vu arriver? Robotisation, plus de 15 ans que ça existe, pas vraiment d'évolution sur le sujet. En revanche, cobotisation, donc l'arrivée du cobot, le robot collaboratif,
clairement une des grosses avancées de ces 5 dernières années. Donc, c'est le robot qui va aider en quelque sorte à la pénibilité, à la préhension assez difficile. Donc, on a eu énormément de problèmes d'ergonomie. On ne reviendra pas sur les TMS, les troubles musculo-squelettiques, mais c'est l'un des gros problèmes de l'industrie très, très manuelle. Et on essaye, et c'est l'avantage d'être dans un pays comme la France, même si on pourrait parler Belgique, Allemagne, Espagne, etc. On essaye de préserver au maximum nos travailleurs. Donc ça, c'est un avantage très, très important, tant sur la productivité que sur la pénibilité des travailleurs, et ça nous permet aussi d'être extrêmement compétitifs lorsqu'il est bien utilisé. Attention, lorsqu'il est bien utilisé, bien investi. Il ne faut pas le mettre n'importe où, n'importe quand. Bon, on a quand même vu les limites des personnes qui avaient voulu faire une économie en achetant un cobot au lieu d'acheter un robot. Ça n'a pas les mêmes durées de vie, ça n'a pas les mêmes utilisations. Donc là, voilà, cobotisation bien, attention, robotisation. Lorsque c'est nécessaire, il fallait investir. Les gens ont voulu faire une économie. Certains n'ont pas fait de réelle économie. L'autre point qu'on a vu se démocratiser, c'est l'aide à la supply chain sur la forme des AGV. Donc tout ce système de mobilité automatique qui vient faire l'approvisionnement en automatique des pièces. Encore une fois, effectivement, on remplace en partie l'humain, mais on remet l'humain au centre de la nécessité pure dans l'usine et on redonne de la compétitivité, donc des équipements qui fonctionnent bien, qu'on avait vu il y a de ça 15-20 ans dans des grosses sociétés, pour en citer une parmi d'autres, British American Tobacco, qui avait des processus très standards, ils ne font que des cigarettes et donc du coup automatiquement avaient poussé ce genre de solutions, qui sont venus se démocratiser. D'ailleurs, on peut même en rigoler, puisqu'on voit maintenant des robots aspirateurs, des robots tondeuses. Bon, le parallèle est assez rapide par rapport à ce type d'AGV dans l'industrie en France. Ce que j'aurais tendance à voir en ce moment, c'est l'émergence de l'industrie maintenance prédictive, l'industrie immersive, donc tout ce qui va être ensuite cet apport de l'image et du support à l'opérateur, à la personne de la maintenance, qui va nous permettre d'être plus réactifs, savoir exactement comment faire les choses et de les faire avant qu'elles interviennent. C'est-à-dire que maintenant, la maintenance prédictive, par exemple, ce sont notamment des outils grâce à l'IoT, et avec tout un pan qui est le traitement de la donnée, la capitalisation de la donnée, mais qui permettent d'intervenir avant que les processus s'arrêtent. Et encore une fois, on le sait, nous sommes chers en France comparé à d'autres pays. Il est encore plus nécessaire de maintenir nos moyens opérationnels et en fonctionnement. L'IoT est une manière d'y arriver. Il faut continuer à la développer. Il y a encore beaucoup de travail, mais en tout cas, il y a de très, très belles réalisations et de très belles solutions destinées aux grands groupes, mais aussi aux PMI. Attention, là, l'éventail est assez large. Encore une fois, investir là où c'est nécessaire, mais suffisamment pour que ce soit intéressant et que ça puisse être pérenne. Alors, on a parlé des difficultés intrinsèques d'un Kobo, par exemple. On pourrait parler d'autres investissements, l'IoT, effectivement, l'intelligence artificielle. En général, vous qui êtes à la fois, vous avez vécu dans vos entreprises des mutations, vous êtes observateur de plein d'autres entreprises, et on parlait des petites, celles qui n'ont pas forcément de gros moyens, les PMI. Quelles sont les difficultés de démarrage? Comment on y fait face? Effectivement, il y a des freins au changement. On le connaît tous et on le vit nous-mêmes, hein, à titre personnel. Après, certains sont plus technophiles que d'autres. Nous, chez Schneider Electric, ce qu'on a fait effectivement, puisque quand on rentre dans une démarche de transformation digitale, on parle de briques technologiques, mais on parle aussi de l'humain qui va devoir les utiliser, se les approprier et les valoriser quelque part, hein, et être dans cette boucle dont je parlais d'amélioration continue. Ce qu'on a fait avec les ressources humaines qui sont impliquées dans tous nos programmes de transformation digitale sur un site. Quelques exemples, par exemple, on a mis des espaces d'innovation à l'entrée des selfs, par exemple. Pendant 6 mois, on avait un espace d'innovation, je prends le cas de notre usine à Carrosse, où on avait un cobot, on avait de la réalité augmentée, on avait des personnes qui étaient là pour que tous les employés qui venaient puissent se renseigner, découvrir, tester, quelque part, pas s'approprier parce qu'en peu de temps, on a du mal, mais au moins ne pas subir cette arrivée sur une supply chain, par exemple. Donc voilà, ça c'est quelques exemples. On a vécu aussi des belles expériences de reverse mentoring
parce que sur des lignes de production, vous côtoyez des gens d'âge différents et donc d'aisance aux technologies. Et j'ai un exemple en tête avec des outils qui nous permettent aujourd'hui d'enregistrer des opérations d'assemblage et de pouvoir mettre des tutos à la place des feuilles que l'on avait au poste. Eh ben, on réalise effectivement le tuto avec une petite caméra et puis un petit logiciel qui va nous permettre d'agencer des étapes. Et c'est un logiciel très simple, mais effectivement, la personne qui était sur le poste, qui avait 50 ans, a tout de suite dit, bah non, ça, je laisse ça à mon collègue, plus jeune que moi, effectivement, mais il s'est rapidement rendu compte que c'était facile et le jeune, entre guillemets, a appris à l'ancien comment assembler et comment utiliser cet outil informatique qui était pas du tout compliqué à utiliser. Donc voilà, ça c'est quelques exemples qu'il faut favoriser. Ouais, merci pour cet exemple. Bon, on parlait des difficultés de démarrage, on peut rebondir là-dessus, Kevin, mais pour avancer également dans le débat, toutes les solutions ne sont pas bonnes. Est-ce que vous avez aussi, par exemple, regretté de l'implantation de technologie? Si oui, pourquoi? Voilà, comment on évite en fait l'erreur de dire, enfin, de tout attendre quelque part de la technologie et de choisir la bonne? On l'a dit tout à l'heure, par exemple, avec la cobotisation. Donc, effectivement, la cobotisation, les gens en entendaient beaucoup, mais il y a certaines limites, la limite de la précision, la limite de la cadence, la limite de la vitesse. On n'est pas là pour blesser les gens. Donc, automatiquement, il y a des limites technologiques qui se font autour de ça. Ensuite, c'est pareil. C'est pas le tout d'acheter des équipements et de ne pas être en mesure de leur faire la maintenance. Il faut pouvoir se poser la question du service, aller au bout, être en mesure de faire. Ensuite, je vais rebondir juste un tout petit peu sur le sujet juste avant, c'est sur l'interface, effectivement, et c'est aussi la clé d'une bonne intégration de nouvelles technologies. Ça va être la formation des nouveaux, donc des jeunes, mais c'est aussi l'intégration des anciens dans le choix de la technologie, dans l'intérêt de la technologie et dans la transmission des données. Effectivement, le souci qu'on a, c'est que sur l'ancienne génération, si je peux dire comme ça, celle qui va globalement dans les 10 ans partir à la retraite, on a toujours expliqué qu'à rajouter de l'automatisme, c'était supprimer des emplois. Donc, il est extrêmement difficile d'aller les convaincre avec tous ces a priori lorsque c'est les premières intégrations qu'au contraire, c'est pour pouvoir les aider et pour pouvoir pérenniser l'emploi, la fabrication, etc. Le problème, c'est que c'est un virage qui n'a pas été pris il y a quelques années. Et je suis persuadé que si on avait plus automatisé, il y aurait eu moins de délocalisation, puisque tout simplement, économiquement, ça aurait été moins rentable. Alors effectivement, c'est facile de mettre de l'humain à la place de l'humain, mais maintenant, un robot qui fonctionne en France n'a globalement pas beaucoup plus de coûts qu'un robot qui va fonctionner en Europe de l'Est ou en Asie. Et encore, on va rajouter du transport dessus. Donc une chaîne très automatisée, globalement, alors globalement, on aura tous les exemples, aura un coût quasiment équivalent. Qu'elle soit à l'autre bout du monde, si on rajoute le transport, etc., que si elle se situe dans un pays à fort coût. Encore un autre élément et qui pour moi est extrêmement important, et j'en fais un message à nos amis académiques, peut-être certains lèveront la main en disant non, non, c'est inacceptable, ce n'est pas le bon message, mais moi d'expérience, je me rends compte que globalement, nos ingénieurs qui sortent des universités n'ont pas forcément le niveau des outils que l'on met en place. Et effectivement, il est dommage qu'on n'ait pas cette synergie industrielle académique suffisamment forte pour dire aujourd'hui, on a besoin de ça, on se forme là-dessus et l'intégration qu'on fait, c'est tel et tel outil. Il y a des outils qui existent, il y a des laboratoires qui existent, il y a énormément de bons exemples, mais globalement, il y a encore un besoin de mettre à niveau les étudiants lorsqu'ils sont sur le marché. Beaucoup sont très comment dire, très alerte avec la technologie. Donc, il y a peu de solutions, peu de soucis avec ça. Mais par contre, ne sont pas forcément suffisamment formés à l'intérêt de telle ou telle technologie, à quel moment la mettre en œuvre, à quel moment ne pas la mettre en œuvre, quelles sont leurs limites et quels sont les vrais usages que l'on fait des technologies de demain. Très bien, ben ça c'est très important. Alors aujourd'hui, des technologies, on arrive dans tous les sens. C'est un peu la foire aux technologies. Alors, quand je dis la foire, il y a un peu un côté péjoratif, mais on voit bien que le flot des technologies, qui évidemment n'arrive pas dans le bon ordre, qui disrupte parfois, mais tel ou tel point de la chaîne de production, mais la chaîne de valeur complète, elle, on a un peu de mal
à se mettre un petit peu en vigilance. Donc, si vous, aujourd'hui, qui êtes des observateurs de l'innovation, vous deviez mettre en… Alors, on ne va pas prendre les très grandes entreprises, mais au contraire, une PME, une TPI, une PMI un peu dynamique, qui a trouvé un modèle, mais qui va devoir rester dans la course, sur quelle technologie actuelle, technologie sur étagère ou un peu technologie de rupture, vous leur mettriez de gros warnings, votre tiercé ou votre quinté, comme vous voulez, des technologies, des briques sur lesquelles il faut vraiment que sérieusement elles se mettent en action. Alors, je ne sais pas qui commence, Didier? Alors, effectivement, c'est un exercice qui m'arrive de faire quand même assez souvent lorsque je vais voir des clients et que je présente ce que nous avons implémenté chez Schneider. On a un programme qui s'appelle Smart Factory avec 60 briques technologiques. Et nos patrons d'usine, qui sont des patrons de PME, hein, l'usine du Vaudreuil où on a implémenté, qui est une usine industrie du futur selon les critères de l'AIF, c'est 350 personnes. Donc, c'est une PME, PMI. Eh bien, le patron de cette usine, il peut puiser dans les 60 briques. Alors, comment il va faire et quelles briques il va utiliser? Eh bien, ça, aujourd'hui, on se refuse de proposer à un client un catalogue de solutions. On lui dit, la première démarche, c'est de faire un audit. C'est de voir effectivement ce que vous avez, votre maturité au digital, votre objectif et votre ambition pour votre entreprise. Est-ce que c'est de produire plus? Est-ce que c'est de diminuer vos déchets? Est-ce que vous êtes une entreprise énergivore? Et en fonction de ça, on trouvera toujours la brique technologique à utiliser. Ça peut être de la réalité augmentée, ça peut être de la maintenance prédictive, comme parlait Kevin, ça peut être des capteurs pour connaître sa consommation électrique et la réduire. Donc, on va trouver notre besoin. Comme tout à l'heure, tu l'expliquais, il y a un certain nombre, un panel, une offre de solutions techniques qui couvre tous les besoins. Maintenant, il faut les utiliser à bon escient et selon un bon calendrier. Donc, on va, à partir de cet audit, lui proposer un chemin, un cheminement, et ça va permettre d'adhérer également l'ensemble des ressources humaines, l'ensemble de l'entreprise, caler ça aussi avec les objectifs du patron de l'entreprise, de manière à ce que ce chemin se fasse avec le moins d'embûches possible. Voilà. Ok, très clair. Même question, Kevin Boissier. Voici ce qui arrivera un jour, Marc. Un jour, j'y arriverai. Ouais. Un an. Je rejoins totalement Didier sur une partie du point, c'est-à-dire que je ne saurais conseiller une solution évidente en disant tout le monde doit utiliser tout ça. La principale partie, effectivement, c'est faites-vous conseiller, faites le point sur vos besoins, ou faites analyser quelle est la réalité de votre problématique. Qualité, coût, délai. Le principe du principe, encore une fois, je l'ai dit ce matin, mais faisabilité, viabilité, voilà, désirabilité ensuite pour le client, c'est les maîtres mots de tout. Il faut absolument pouvoir faire le point sur où est-ce qu'on souhaite avancer, quelles sont nos difficultés et qu'est-ce qu'on est prêt à mettre en œuvre. Ensuite, il y a un autre point, c'est sous quel délai et avec quel argent. Globalement, si demain vous me dites je rentrais dans l'industrie du futur, je n'ai pas un euro, ça va être extrêmement compliqué. On peut mettre en place. J'aurais tendance à dire la première chose à faire si vous n'avez strictement rien, c'est de mettre un outil de pilotage. Maintenant, des outils de pilotage, il y en a de multiples et ça va dépendre du type d'industrie, etc. Donc, effectivement, on ne va pas avancer plus loin, mais c'est la proposition que faisait aussi le village francophone avec la collaboration, son accompagnement qui peut être fait sur certains sujets par la mise en relation entre les collectifs start-up, technologie, innovation, etc. Mais effectivement, je pense que la première chose à faire, si vous n'avez rien ou si vous avez peu, faites-vous aider. Ça paraît simple, mais voilà, il y en a qui vont à la pharmacie, qui vont chercher le bon médicament, les autres vont chez le médecin. Je pense que c'est assez normal et qu'il y a des bons médecins de l'industrie et que, ma foi, on peut venir nous consulter sans aucun souci. Un mot aussi sur les nouveaux modèles de production, voire de valorisation industrielle, de valorisation des ressources locales, et aussi sur les technos de rupture. On a un collectif au village francophone qui travaille sur les Blue Tech,
Alors, on voyait ça venir de loin. Et vous, là, TIPA, quand on nous parle, c'est plutôt rassurant, de recycling, d'upcycling, enfin de récupération de déchets dans les océans, de microalgues qui vont, si j'en crois certains experts, produire des composés pétroliers sans avoir, ou de la pétrochimie, sans avoir besoin d'un site gigantesque comme à, je ne sais pas, à Lyon, à Fezin, mais sur 30 mètres carrés, enfin je caricature sans doute, hein, mais produire les mêmes composés à des prix qui sont… Donc ce monde-là, ce monde des technologies de rupture, des nouveaux modèles industriels, est-ce que vous voulez nous en dire un mot? Et est-ce qu'on est dans de la science-fiction ou on y est déjà? Quelles sont les avancées industrielles qui vous impressionnent? Ce matin également, certains pros, lors des sessions de pitch de l'impression additive, nous disaient mais on ne fait pas de l'additif, maintenant on produit de la serrée en impression. Donc ça aussi, c'est incroyable. Enfin, en tout cas, ça paraissait de la science-fiction parce que quand précédemment, Adrien Sfessi nous disait on va faire non, c'était Mourad qui nous disait je veux faire un produit made in Arles. Ce que demain, on aura des voitures made in Arles ou des avions. Enfin, voilà, on en est où? On est dans le rêve ou on est dans la réalité? Vous qui êtes des observateurs un peu engagés, comment vous voyez le présent et le futur proche? Alors, effectivement, sur ces aspects-là, non, on est dans la réalité. Alors, il faut faire attention parce que la difficulté, c'est que la technique avance plus rapidement que les normes, que les standards. Aujourd'hui, on sait faire avec de la fabrication additive un certain nombre de pièces. Maintenant, ces pièces-là, nous, on le rencontre fréquemment. Quand vous essayez de les proposer à des industriels, la SNCF ou la Naval, etc., c'est pas homologué, c'est ça? Exactement, vous êtes confronté à des standards, à des normes et qui n'avancent pas aussi vite que la technique peut Donc, en avancer. gros, elle doit avoir le label, je dis n'importe quoi, d'une fonderie. Et évidemment, elle a été générée en impression. Donc, parce que le label a été fait à partir de techniques de fonderie, on ne peut pas l'utiliser. C'est ce genre d'aberration, ça se produit. C'est bien malheureux, hein, puisque pour donner un exemple très, très concret, GE Electric aux États-Unis a de l'additif sur les avions commerciaux. C'est d'ailleurs que c'est une source de réparation des avions. Et on travaille trop avec les normes, trop avec les standards, on ne fait pas confiance et on ne donne pas la possibilité d'apporter des rapports d'évaluation. Alors, je ne dis pas mettez-les dans les avions, hein. On ne va pas parler de cet écart-là, je ne sais pas. Mais effectivement, je laisse Didier débattre, mais je suis plutôt d'accord que l'additif est une solution et que le problème est aussi chez nous, dans notre façon de vouloir tout régler absolument. Blue Technology, un petit mot là-dessus? Alors, moi, je ne pourrais pas en dire trop. Par contre, je parlerai d'économie circulaire. Il faut savoir que… Ça aussi, c'est très important. Ouais. Voilà, c'est très important. Et là, je pense que l'État a pris conscience qu'on avait… on n'a pas de ressources, on n'a pas de pétrole, hein, ça on le sait tous. Mais par contre, on a des ressources liées à ce qu'on a produit. Et donc, c'est cette production que l'on a, aujourd'hui, on essaie de la réutiliser. Et c'est là où on rentre dans une économie circulaire. On répare des choses qu'on ne réparait pas avant parce que ça avait un coût qui ne justifiait pas la réparation. Et aujourd'hui, on se rend compte que par rapport au coût de réparation, il y a aussi le coût de destruction. Et il y a des produits, pour les détruire, il faut un certain nombre d'opérations qui coûtent de l'argent. Et si on veut le faire sans que ça coûte, ça pollue et ça dégrade la planète. Donc aujourd'hui, on est entré dans un cercle. Et je pense qu'on commence ce cercle d'économie circulaire. Nous, on a dédié des sites de production qu'à ça, qu'à ce travail de réparation sur nos produits. Donc aujourd'hui, on propose à nos clients un nouveau, sur un dépannage, on lui propose un produit réparé avec un coût inférieur. Mais il y a aussi une mentalité, le client dit, attendez, mais j'achète quelque chose, il n'est pas neuf. Non, il est réparé. Mais vous avez une garantie, il a été testé sur nos lignes de fabrication comme un produit neuf, etc. Mais là aussi, il faut que l'esprit commence à évoluer. Et je pense que on est dans ce début de cette démarche. C'est très excitant. Mais voilà, il faut du temps pour que ça s'industrialise. Écoutez, merci. On arrive à la fin de notre focus. Un dernier tour de table peut-être. Y a-t-il un sujet que vous auriez aimé traiter sur ces enjeux? Comment transformer l'industrie en smart industry que vous n'auriez pas eu le temps d'évoquer? Une journée n'y suffirait pas de toute façon, mais une piste de réflexion, une thématique forte que l'on peut en dernière piste d'inspiration donner avant de clôturer cet atelier. Alors, Kevin. Oui, pour moi, ce sera clairement l'industrie propre. Donc, effectivement, c'est bien que Didier soit venu à l'économie circulaire. On en parlait pas plus tard qu'hier avec Marc Lionel. Donc, je pense que clairement, il faut s'orienter vers cela.
le faire d'une manière aussi logique, encore une fois investir avec nos politiques des grandes lignes de pensée, où il est plus simple de revaloriser et de traiter ce qui a été fabriqué sur place jusqu'au bout de sa destruction, c'est-à-dire jusqu'au déchet ultime, que d'aller le chercher à l'autre bout du monde et de financer en quelque sorte le recyclage et les filières de fabricants qui ne mettent pas 1 euro dans ces coûts indirects. Eh bien, un grand merci pour cet éclairage. On vous retrouve jusqu'à bon milieu de l'après-midi, Kevin, pour vos éclairages et pour évaluer toutes les solutions qui sont présentées. Votre conclusion, Didier? Eh bien, ma conclusion, c'est de dire que le digital, effectivement, va nous aider à préserver la planète, parce que l'énergie qui coûte la moins chère, c'est celle qu'on n'utilise pas pour produire. Et là, il y a des solutions. Donc, voilà, j'ai confiance et je suis très optimiste sur l'avenir. Eh ben, merci pour ce message d'optimisme, merci pour ces solutions très opérationnelles. Dans quelques instants, on se retrouve pour la prochaine session de pitch de la journée. Alors, Didier, vous êtes plus que le bienvenu si votre agenda le permet. Kevin, on se retrouve également. À tout de suite pour la suite de nos ateliers et de nos panels de pitch. Merci. Merci. L'histoire des technologies de l'information repose sur un progrès continu doublé d'une accélération perpétuelle. Les systèmes d'informatique de gestion pour la chimie cosmétopharma n'échappent pas à la règle. Avec le développement rapide et la maturité de nouvelles technologies puissantes, telles qu'entre autres l'intelligence artificielle, le cobot, la réalité augmentée, la RFID, les objets connectés, la blockchain, c'est tout le bénéfice de l'ERP qui sera demain amené à changer et à s'élever de nouveau. Avec ces technologies de rupture, la manière dont nous allons acheter, fabriquer, vendre, acheminer et être payés va complètement changer dans les prochaines années. C'est le vœu et le but de Synthèse One que de répondre à ces enjeux, pour aller encore plus loin dans la performance, le niveau de service, de qualité et de personnalisation que vous offrirez demain à vos propres clients, pour aller plus loin dans le live et le 4.0. En effet, dans les systèmes de gestion actuels pour la chimie cosmétopharma, on nous parle de temps réel, de traçabilité, de possibilités de production unitaire personnalisée. Mais est-ce bien vrai? Est-ce bien le cas dans les PME du secteur? Est-ce bien suffisant pour affronter les besoins de demain, dans un monde ultra connecté qui exige pour vos clients des solutions immédiates et personnalisées? Imaginez qu'un client vous commande une préparation conditionnée par votre point d'entrée numérique, que votre ERP lui réponde automatiquement sur la réalité de la faisabilité avec la formule du client ou similaire si nécessaire, confirme la réalité d'un délai de livraison, valide la commande, le délai et le prix avec le client dans une chaîne d'irréfutabilité numérique. Imaginez que votre ERP lance cette commande au moment le plus judicieux en fonction des autres commandes et productions en cours et à venir, avec la bonne formule et les bons disponibles réels et prédictifs sur les bons horizons. Et ce, sur les bons postes de production du batch et de son conditionnement, en fonction de l'ordo déjà en cours, ainsi que de son prédictif, en tenant compte bien sûr des contraintes de maintenance et de disponibilité des personnels. Imaginez que votre ERP suive en live la qualité de ce lot, en propriété physique et contrôle visuel, tout au long des étapes de production. Imaginez encore que cette commande ainsi que tous ses composants soient tracés en live depuis la réception des matières premières jusqu'à la fabrication puis la validation finale labo ou qualité. Que son emplacement de stockage ou de transit soit immédiatement connu et identifié. Que sa prise en compte dans la chaîne logistique de livraison soit tracée en live de bout en bout du picking optimisé automatique jusqu'à la main du client. Qu'à suivre, la génération de la facture, sa réception, la validation du paiement ainsi que son encaissement se fasse en automatique et en irréfutabilité toujours. Imaginez enfin que la totalité de votre système de gestion, que votre ERP, se mette à jour avec la vraie réalité, se mette à jour en live, en déduise et vous propose les bons arbitrages seulement quand cela est nécessaire, laissant à vos ressources du vrai temps de mobilisation sur vos sujets essentiels, recherche et développement, labo, marketing et commerce. Vous êtes en train d'imaginer Synthèse One, la combinaison des nouvelles technologies de rupture d'aujourd'hui, ainsi que leur fiabilisation et leur démocratisation, associées à un ERP de dernière génération, permettent de proposer un ERP 4.0 à l'échelle et au budget de la PME des secteurs de la chimie cosmétopharma. C'est l'ERP 4.0 de demain. C'est Synthèse One.